Bienvenue dans le podcast Congo Lobby Lelo, un podcast consacré aux enjeux et défis congolais et africains contemporains. Nous vous proposons des conversations ambitieuses intellectuellement, responsables politiquement et pertinentes socialement, pour réinventer notre avenir. Ingeta. Demain le Congo. Demain le Congo est une série de conversations autour de la réinvention du Congo-Kinshasa avec Jean-Pierre Mbelou, abbé et analyste politique. Nos cœurs et nos esprits ont été conquis, et ce qui fait que nous ne poursuivons pas nos propres traditions. Et vous aimez dire que la conquête des cœurs et des esprits précède celle des terres. C'est pour dire aussi qu'il y a aussi une critique de notre façon d'être. Comment historiquement nos imaginaires ont été violés et le sont encore aujourd'hui? Nos imaginaires ont été violés. Et le petit livre de Aminata Traoré intitulé le vœu de l'imaginaire. Donc le vœu de l'imaginaire, c'est vraiment le titre du livre de Aminata Traoré. Il montre dans ce livre que le vœu de l'imaginaire est passé par la dévalorisation de l'Africain par lui-même. Il a voulu se voir comme l'autre, le colon, le néolibéral, le voit. Et il fait tout pour pouvoir répondre à l'image que l'autre a de lui. Ce faisant, il tombe dans l'individualisme. Il ne dit plus nous, comme on le dirait dans l'Afrique traditionnelle. Il dit moi. Donc, il perd le collectif. Pourquoi? Parce que il le veut accepter l'humiliation telle que elle lui est imposée par l'extérieur. D'ailleurs, Aminata Traoré a écrit un autre livre intitulé L'Afrique humiliée. Et pour lui, ce sont des négrologues qui contribuent à la propension de ce vieux de l'imaginaire. Donc, comment faire pour rompre avec le vieux de l'imaginaire? Comment faire? Encore une fois, il faut identifier les mécanismes par lesquels celui qui viole l'imaginaire africain passe. Parce que quand, avec les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, nos populations sont appauvries et se considèrent comme des populations pauvres et non pas des populations appauvries. Et là, qu'est-ce qui arrive? Elles estiment qu'elles peuvent bénéficier de l'aide humanitaire de ceux qui les appauvrissent. Donc voilà pourquoi il faut sortir de ce phénomène aliénant. Donc, c'est ce que j'ai appelé précédemment la déconnexion des circuits aliénants. Donc, si il n'y a pas de rupture avec ces circuits aliénants, il sera très très difficile de rompre avec le phénomène du viol de l'imaginaire. Parce que le viol de l'imaginaire conduit effectivement à l'aliénation. On ne se voit plus comme on devrait se voir, on devient étranger à soi-même. Voilà. Alors ça revient au terme que vous avez introduit il y a quelque temps, c'est le larbin. Le larbin au Congo, qui justement est le parfait exemple de cet imaginaire violé. Mais comment en fait se manifeste l'attitude du larbin au Congo, et comment se fait que la société congolaise ne récompense pas, mais en tout cas, voit dans le larbin un exemple à suivre. Oui,
Mais c'est ce que nous venons de dire. Parce que son imaginaire a été effectivement violé. Le larbin, comment est-ce qu'il joue son jeu? Je vais revenir après pour pouvoir le situer dans l'histoire. Le larbin joue son jeu à travers ses costumes cravates. Il se présente comme l'un des rares Congolais qui a réussi. Mais c'est un opportuniste. Il flatte. Il lèche les bottes pour avoir en récompense les costumes, les cravates et les grosses voitures. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? Il flatte qui? Il se complaît dans sa position de vassal. C'est ainsi que il encense, dans le cas du Congo, il encense les anglo-saxons impliqués dans la destruction du Congo. Il tombe dans l'amnésie historique et l'entretient. Il fait exprès, il oublie que la guerre menée contre le Congo était une guerre anglo-saxonne et il fait des anglo-saxons ses partenaires entre griffes, où il croit dans son imaginaire qu'il est le partenaire des anglo-saxons, mais ce qu'il cherche auprès des anglo-saxons, c'est quoi? C'est la promotion à la négritude de service. Donc, aux yeux de c'est un, pour parler comme Mabika Kalanda, il est entre les eaux. Aux yeux de ses compatriotes, il apparaît comme un leader politique incontestable. Mais aux yeux de ceux qu'il prétend être ses partenaires extérieurs, c'est un flatteur et opportuniste qui veut avoir accès à la négritude de service pour servir les intérêts de ceux qui ont mis le Congo en moule. Alors, pour réussir cette œuvre-là, il falsifie l'histoire. Il raconte à ses compatriotes l'histoire telle qu'elle est écrite officiellement. Donc, il fait allusion aux accords de Sun City, de Pretoria, d'Addis Abeba. Donc, comme si il ne savait pas que ces accords-là n'avaient pas été rédigés par lui et ses compatriotes ou ses amis, et que souvent, lui et ses compatriotes ont été invités à apposer leur signature sur des accords conçus ailleurs et pour des intérêts qu'il ignore. Donc, vous voyez comment il joue, le larbin. Mais il a mis sa conscience en vacances. Ce qui importe pour lui, c'est la danse du ventre qui lui permet d'avoir accès aux prébendes, qui lui permet d'avoir accès à la voix qui le représentera devant ses compatriotes comme celui qui a réussi. Donc le larbin, c'est un psycho... il souffre du déni de soi. Il souffre du déni de son humanité. Il opte consciemment ou inconsciemment pour la vassalisation. Et il est bien dans son rôle d'ami apparent pour le cas du Congo, des anglo-saxons. Alors comment ce larbin s'est imposé dans l'histoire congolaise à un moment donné? Il est devenu comme un acteur apparent. À quel moment le larbin justement s'est inscrit dans l'histoire congolaise récente? Le larbin n'est pas devenu comme un acteur apparent. C'est un acteur apparent.
il s'est imposé un peu plus avec la guerre de l'AFDL. Et le larbin se retrouve dans dans le groupe que Laurent Désiré Kabila a dénommé le conglomérat d'aventuriers. C'est l'aventure de l'AFDL qui est le berceau d'où est né le larbinisme. Parce que ceux qui ont rejoint le conglomérat d'aventuriers avaient besoin de survivre à la guerre. Ils devaient se convertir, pour certains, en larbins, mais des larbins qui sont des véritables acteurs apparents. Et il y a un livre qui fait une étude approfondie de pas de question du larbinisme, mais des acteurs apparents et des acteurs pléniers. C'est le livre produit par l'abbé Jean-Pierre Badi-Diké et ses amis du réseau Justice et Libération de Kisangani, Guerre et droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous voyez dans ce livre comment il y a d'une part des acteurs pléniers et d'autre part des acteurs apparents. Déjà dans le rapport Kassem de 2002, vous voyez comment ces acteurs apparents qui vont devenir pour certains, pour plusieurs d'entre eux des larbins, sont impliqués dans la prédation. Ils ne sont pas comme véritables acteurs de l'histoire du Congo, mais comme des acteurs, des nouveaux prédateurs, devant se constituer une économie de la guerre. Alors, la difficulté, c'est de ne pas avoir accès aux postes qui lui confèrent des sous pour devenir pauvre comme les masses populaires. Là, pour lui, tous les coups sont permis, d'où l'opportunisme, la flatterie, la fausseté, le mensonge, le faux semblant, et il peut même lui arriver de dire, d'évaluer son parcours historique et de dire, à tel moment j'ai menti. Mais il demeure larbin. Non, c'est un genre avec lequel les Congolais devraient rompre, parce que le larbin est nuisible. D'autant plus qu'il contribue au viol de l'imaginaire et à l'entretien de l'amnésie collective. Donc le berceau, c'est la guerre de l'AFDL. La guerre de l'AFDL a engendré beaucoup de larbins au Congo-Kinshasa. Amilcar Cabral, il nous invite à concevoir la libération comme un acte de culture. Il disait exactement ceci. Un peuple qui se libère de la domination étrangère ne sera libre culturellement que si, sans complexe et sans sous-estimer l'importance des aspects positifs des cultures de l'oppresseur et des autres cultures, retourne vers le chemin glorieux de sa propre culture qui est nourrie par la réalité de son environnement et qui neutralise aussi bien les influences néfastes et tout assujettissement à la culture étrangère. Ainsi, il peut être dit que si la domination impérialiste a le besoin vital de pratiquer l'oppression culturelle, la libération nationale est nécessairement un acte de culture. Alors, dans le cadre du Congo et dans le cadre de beaucoup d'Africains, quand on est dans un imaginaire violé, comment la culture, dans ces cas-là, peut nous aider à sortir de cette oppression? Parce qu'on c'est comme si on était dans un piège. Ouais. Il faut la redécouvrir. Il faut redécouvrir, par exemple, ce que signifie Bomoto. Quand est-ce qu'on dit que cet homme a sa moto? Quand est-ce qu'on dit? C'est ça que nous oublions. On le demande. Pardon? Ça dépend à quelle période on pose cette question-là, parce que je pense que... Non, à partir de nos cultures. Quand est-ce qu'on arrive à dire de quelqu'un que il est un Muntu, Azali Moto? C'est quoi? C'est quoi Kozala Moto? C'est quoi Bomoto chez nous? Ça sont des questions que nous ne posons plus. Un Muntu, dans ma culture à moi, c'est quelqu'un qui affirme ses origines. Je viens de. Moi, Melou, je suis Muntu Abenichibambe. Donc,
mon fief. Je viens de mon petit clan de Benechibambe. Mais je peux affirmer après que je suis un garçon de Kanyuka. Mais j'ai un ancrage. J'ai mes racines. Quand j'arrive dans mon petit village, au fond de Kanyuka, mes ancêtres, mes grands-parents de notre famille élargie, quand ils me voient, ils disent Moutoua Benechibambe est arrivé. C'est-à-dire, il y a tout un potentiel de valeur lié au fait que j'ai des ancrages chez moi. Donc, un Muntu se situe. Il reconnaît ses racines. Il sait jusqu'où ses racines sont allées loin dans le sol de son fief. Mais un Muntu, dans ma tradition, c'est aussi celui qui sait manger et vivre avec les autres. Dans ma langue, on dit Mumanya Kudja n'est que soma de bande. Non. Kumanya Kudja, c'est savoir manger. Le savoir ici signifie savoir initier des processus qui conduisent à la production de la nature, de la nourriture. Moumanye, c'est celui qui a la maîtrise des processus qui conduisent à la production de la nourriture. Ce qui fait que dans notre culture villageoise, ancienne, on ne pouvait pas donner une femme à un garçon qui ne savait pas construire sa case, qui ne savait pas aller tendre les pièges, qui ne savait pas aller à la pêche, qui ne savait pas aller à la chasse. Pourquoi? Quand il va se marier, quand il aura une case et se marier, comment va-t-il nourrir sa femme? Alors, on posait un adage qui disait tu es une fourmi pour que tu manges la terre. Ou un autre adage qui disait Kutafimakala Kobenji Ndundu Kajidebejimuna Diloalomur. Tu ne sais pas faire le charbon de bois. Tu ne sais pas faire le caoutchouc. Ton avoir viendra du ciel. Non, aujourd'hui, il y a des Congolais qui prient en disant un Dieu du ciel qui t'a au sale. Non, dans nos traditions, il fallait maîtriser les processus de production de la nature. Là, on était un Muntu. Parce que, comme tu as maîtrisé les processus de la production de la nature, de la nourriture, même si c'était souvent des processus qui conduisaient à l'économie de subsistance, tu sais nourrir ta femme, nourrir tes enfants et leur procurer une vie digne. Mais aujourd'hui, on peut ne pas avoir maîtrisé les processus de production de la nourriture. On se marie pour vivre du parasitisme. C'est ainsi que la famille, dans nos villages, dans nos villes en Afrique et au Congo, est en train de devenir un poids. Il y a des références ancestrales traditionnelles qu'on est en train d'oublier. Même si avec la guerre, nos villages ont connu l'exode rural, voilà pourquoi nous prenons un état de droit qui favorise le chemin du retour au village. Nous nous insérons dans un projet de la ville au village. Et cela ne peut être possible que si nous avons des routes, des autoroutes de communication et de télécommunication. Et aussi les énergies renouvelables. Donc, maîtriser les processus de production de la nourriture. Être Muntu signifie aussi donner, participer, donner un sens au vivre ensemble. Avoir maîtrisé le vivre ensemble. Comment signifie quoi? Avoir maîtrisé le respect mutuel quand on est avec les autres, mais aussi savoir partager quand on est avec eux. Ce qu'on a,
comme on l'a déjà dit, comme je l'ai dit précédemment, pour savoir comment vivre avec les autres, on doit avoir maîtrisé certaines règles éthiques, certaines règles sociales, certaines règles du vivre ensemble. Et quand on est en face de l'autre, on le respecte comme Muntu Wambende. On lui reconnaît son humanité comme l'humanité qui vient d'ailleurs, qui vient de l'autre. On ne peut pas disposer de Muntu Wambende comme on l'entend. Vous voyez? Donc, ne fût-ce que 3 critères nous permettaient de dire que Tozali Bato, Tuji Bantu. L'affirmation de ces racines, le fait de savoir maîtriser les processus de production de nourriture, de savoir manger avec les autres, de savoir vivre avec les autres. Quand on a maîtrisé, c'est... Alors, maintenant, dans un monde moderne, ces autres, nous pouvons élargir leur appartenance et au niveau local, et au niveau national, et au niveau continental, et au niveau... Donc, savoir vivre avec les autres ne nous enferme pas dans un local particulariste, ne nous enferme pas dans des identités, comme dirait Amin Malouf, dans des identités meurtrières. Koumania, le savoir vivre avec les autres, le savoir construire le vivre ensemble avec les autres, nous ouvre aux autres identités, à la pluralité des autres identités. Alors, 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire maintenant. Est-ce que justement notre vision du monde, notre façon de considérer l'autre comme un autre Muntu, Oui. n'a pas été une des faiblesses qui a fait que nous avons subi ces agressions? Parce que quand la façon dont on s'ouvre au monde et qu'on accepte que l'autre, on suppose que l'autre est dans les mêmes dispositions mentales que nous, est-ce que c'est pas cette culture-là qu'il faudrait aussi critiquer parce que elle nous a amené aussi l'ennemi de l'extérieur? Là, je vous renvoie encore une fois au livre de Fouele Djambituka. Fouele, dans son livre L'Afrique doit renaître, aborde cette question-là. Pourquoi est-ce que l'autre nous a vaincus? Il y a nos complicités intérieures, mais il a eu recours à l'art d'avoir raison sans raison. Il a fondé sa conquête de l'Afrique sur la loi de la force. Il a instrumentalisé la religion et la culture. Nous l'avons accueilli. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés dans une province comme la mienne, notre chef traditionnel les a accueillis comme nos ancêtres qui revenaient. Comme des revenants. Donc, il n'y avait pas de notion très élaborée de la géographie et de la provenance des autres qui viendraient d'ailleurs. Non, il les a accueillis comme des revenants, comme nos ancêtres qui venaient nous visiter. Mais voilà que l'autre, fort de sa ruse, a fini par en abuser. Il n'a pas... Et là, la critique que à laquelle vous faites allusion devrait constituer pour nous matière à réflexion. Voilà pourquoi j'ai insisté tout au long de notre échange sur la connaissance de l'autre, de ses stratégies, de son mode opératoire, de ses méthodes, de ses tactiques. Parce que nous sommes avertis. Ils ont été accueillis. Vous pouvez lire ce livre. Vous pouvez lire ce livre qui parle de la rencontre entre mon bled et l'Allemagne, le Congo-Kassai, de l'exploration allemande à la consécration de Lulabourg. Et vous savez que quand vous lisez ce livre, vous comprenez que dans l'imaginaire d'un chef comme Kalamba, il n'y avait aucun complexe à l'endroit du blanc. Aucun. Parce que, comme il le considérait comme un revenant, celui à qui il a donné une terre et un espace où il pouvait vivre, il n'avait
aucun complexe, ce qui fait que il a dû même se battre contre ces Allemands qui s'étaient installés chez nous, et il leur a causé beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que pour lui, l'histoire, vous comprenez pourquoi l'histoire est importante. Quand on n'a pas lu un livre comme celui-ci, on va croire que les Occidentaux ont toujours vaincu les Africains. C'est fou. Il y a eu des résistances et même des victoires remportées sur eux. Donc, l'histoire, aujourd'hui, nous incite à pouvoir critiquer notre naïveté dans l'approche de l'autre et à le connaître en profondeur et à établir notre partenariat en fonction de ce que nous avons comme connaissance. J'ajoute toujours en conscience de l'autre. Sinon, les abus tels qu'on en a eu par le passé vont se répéter, continuent d'ailleurs à se répéter. Alors, deuxième question, toujours par rapport à ce que vous nous avez décrit par rapport au Bomoto, l'ancrage, la relation avec la terre, l'enracinement. À partir de ça, comment peut-on expliquer que la théologie de la libération n'a eu que très peu d'impact au Congo, par exemple, là, alors que la question de la théologie de la libération est aussi beaucoup liée à la question de la terre, à l'enracinement? Ça a dépendu des orientations prises par les théologiens. Je vous rappelle que quand vous lisez un théologien africain comme Jean-Marc est là, dans Ma foi d'Africain, vous avez un autre son de cloche. Ou dans le cri de l'Africain, mon cri d'Africain, vous avez un autre son de cloche. Lui est resté lié aux questions terre à terre qu'oppose l'Africain à partir de la culture de la terre, des sécheresses, à partir de la récolte. Jean-Marc Ella a vécu sa foi d'Africain en tant que prêtre et sociologue en étant lié à ces questions de la terre à terre. Mais il y a eu une orientation théologique en Afrique qui a mis beaucoup plus l'accent sur la théologie de l'inculturation. Comment inculturer le christianisme dans nos traditions pour le vivre en tant qu'Africain? Comment accueillir Jésus-Christ dans nos traditions sans le trahir et sans trahir nos traditions? Il y a eu beaucoup plus une insistance, une orientation dans ce sens-là que le travail que les théologiens de la libération ont fait. Mais il y a eu quand même un livre important que j'ai déjà cité, qui est proche des orientations de la théologie de la libération. C'est le livre écrit par Monseigneur Bakolo Ailonga, Le chemin de la libération. le chemin de libération. Là, c'est beaucoup plus proche des orientations d'une certaine théologie de la libération. Ok, pour terminer, rompre avec ce système sous-entend s'engager dans un changement radical. Est-ce que ça veut dire qu'il faut radicaliser notre manière de penser et d'agir? Et dans le contexte actuel européen, en tout cas occidental, comment doit se traduire cette radicalisation pour les Congolais et les diasporas dans un contexte, comme j'ai dit, où la sécurité et le système policier prédominent, où le fait de ne pas penser comme on nous l'impose fait de nous un terroriste potentiel? Radicaliser signifie aller à la racine. La racine de la politique, c'est l'homme. Radicaliser, c'est-à-dire s'engager dans une lutte à mort pour que l'homme puisse être respecté dans sa dignité d'être humain, pour que l'homme et la femme puissent être respectés comme étant des êtres ayant des droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux, mais aussi comme des êtres ayant des libertés
fondamentales à respecter. Radicaliser, c'est aller dans le sens de rompre avec tous les systèmes d'avilissement et d'assujettissement de l'homme et de la femme pour le respect, c'est-à-dire ne reconnaître comme politique légitime que les politiques qui promeuvent les droits et les libertés fondamentales de l'homme et qui les mettent, l'homme et la femme, dans des conditions où leurs capacités peuvent s'épanouir. Aller à la racine, c'est faire allusion à cet autre principe de la convivialité, reconnaître l'homme comme et la femme comme Bantu Bambende, c'est-à-dire des êtres humains sur qui nous ne pouvons pas avoir la mainmise, qui ne peuvent pas être réduits à l'état des objets, et leur reconnaître la capacité de nous vivre que comme des êtres sociaux, n'est pas dénier leur humanité. Aller à la racine, c'est aussi faire que le système politique auquel ils participent les prennent en compte, c'est-à-dire qu'il y ait une participation à ces systèmes à partir de leur conception, de la délibération qui s'en suivent et des décisions qui sont prises. Et ça, radicaliser la lutte. Donc, si nous pouvons nous engager dans la lutte pour que l'homme et la femme tel que nous venons de les présenter dans leur dignité humaine, en tant qu'être ayant des droits fondamentaux, des libertés fondamentales à faire respecter, en tant qu'être appelé à participer à la production collective qui donne sens à sa vie, si s'engager dans cette lutte-là peut conduire à la mort, cette lutte aura eu son sens parce que elle serait allée jusqu'à la racine, à sa racine, c'est-à-dire la promotion du Muntu, son respect, le respect de la dignité du Muntu, l'invitation à faire du Muntu le but ultime, la finalité ultime de tout ce que nous pouvons entreprendre ici-bas. Le podcast Congo Lobby Lelo est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche sur le Congo-Kinshasa CEREC et la plateforme d'information ingeta.com. Retrouvez toutes nos publications sur congolobbylelo.com. À bientôt.